En 1629, la ville de Québec est assiégée par les frères Kirk. Il faudra 3 ans de négociations avec les Anglais pour que la colonie soit rétrocédée à la France en 1632. Le cardinal de Richelieu, conseiller influent de Louis XIII, décide alors d'envoyer des familles en Nouvelle-France, convaincu que la colonie ne pourra pas survivre sans peuplement. En 1634, Zacharie Cloutier était un homme d'expérience dans la force de l'âge. Il avait été recruté par Robert Giffard pour venir défricher et exploiter un lopin de terre dans la seigneurie de Beauport. Cloutier avait accepté l'offre parce qu'elle était alléchante, mais en homme de caractère, conscient de sa valeur, il était bien déterminé à mener sa barque à sa manière. Pas question pour lui de s'en laisser imposer. Diable de moustiques. Ils sont voraces. Zacharie! Ah, monsieur. Alors, je ne t'avais pas dit que le pays était magnifique. Je ne vous contredirai pas là-dessus. Et le bois? J'en ai dénombré certaines espèces, certains arbres sont très grands et il y a du bois dur en quantité pour nos habitations. Oui. Le bois dur, évidemment, c'est bien, mais c'est plus long à battre. Et vous finirez à temps? L'hiver survient tôt dans ce pays. En comptant mon fils et moi, ça nous fait 7 bonnes paires de bras. À 1 harpon par homme pour la saison, nous y arriverons. Il faudra me garder une partie du bois. Mais pourquoi faire? Non, nous en reparlerons. Pour le moment, je te laisse travailler. Oh, dès que vous aurez déserté assez grande terre, on pourra faire quelques ensemencements entre les souches. Zacharie est arrivé ici en même temps que Jean Guyon sur l'invitation du seigneur Robert Giffard qui les avait invités. Donc, il est arrivé en juin 1634. Et là, ils avaient signé un contrat. Et en passant, permettez-moi de dire que la signature de Zacharie était tout à fait particulière parce qu'il faisait un dessin d'une hache de charpentier qui l'identifiait très bien. C'est en juin 1634 que Zacharie Cloutier a commencé à défricher à Beauport. Il est arrivé en Nouvelle-France quelques semaines plus tôt en compagnie des premiers colons à revenir au pays. Les premières familles établies en 1634 ont implanté en Amérique les noms de Gagnon, Giroux, Turcotte et Guyon de Nudillon, ainsi que les Bélanger, Dubo, Grenier, Vallée, Robert, Lefebvre. À Québec, au moment où Champlain revient, il reste quelques personnes, des gens qui avaient séjourné chez les Amérindiens. Il reste la famille de Louis Hébert, par exemple, mais c'est quelques dizaines d'individus tout au plus qui avaient préféré rester dans la colonie sous le régime des Kirk et sous le régime britannique. La colonie est complètement dévastée au moment où les Français reviennent dans la région. Les bâtiments sont totalement dégradés. Les liens de commerce sont à rétablir. Pour ainsi dire, on repart à zéro pratiquement.
Il ne reste en fait que l'habitation. Cette grande bâtisse que Champlain a fait construire ici en arrivant à Québec en 1608 et quelques maisons en bien mauvais état. La compagnie Licence Associée ou la compagnie de la Nouvelle-France, c'est la même chose en réalité. Entre 1628 et 1632, ils avaient envoyé 2 flottes pour ravitailler, pour rétablir les gens. Ils avaient perdu les flottes, donc ils étaient, pour ainsi dire, ruinés. Alors là, ils sont obligés de repartir sur de nouvelles bases. Ils vont aller chercher des gens privés. Aujourd'hui, on parlerait d'entrepreneurs. Leur travail, eux autres, ça va être de coloniser. Qu'est-ce que ça veut dire dans un nouveau pays? Ça veut dire tout simplement arriver, déboiser, établir les villages pour pouvoir commencer à cultiver et établir ce qu'on appelle l'infrastructure, c'est-à-dire des moulins, des chemins, et ainsi de suite. Ces entrepreneurs du 17e siècle étaient des seigneurs puisque le mode de peuplement qui avait été choisi était le système seigneurial. Le territoire appartenait au roi qui le distribuait sous forme de seigneurie aux gens de mérite qu'il voulait récompenser. Le système seigneurial en Nouvelle-France est un héritage du vieux système féodal français. Mais il aura été aménagé à un nouveau contexte géographique et économique très particulier. Les seigneurs, et ce sont surtout déjà des familles soit nobles, soit de hauts militaires, soit des administrateurs, reçoivent une terre de taille relativement grande. Ils la reçoivent en seigneurie. Les seigneuries étaient de longues bandes de terre perpendiculaires au Saint-Laurent, subdivisées en lanières plus étroites dans le même axe. Le fond de chaque concession donnait sur le cours d'eau afin de permettre au plus grand nombre d'habitants d'avoir accès au fleuve. Il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait encore bien peu de routes et que les voies de transport étaient les cours d'eau. Cette organisation du territoire a marqué le paysage qui en porte encore aujourd'hui les traces. Les seigneurs ont l'obligation de concéder dans cette seigneurie des portions de terre à tous les individus qui les demandent. Et c'est comme ça que plusieurs personnes qui choisissent de s'établir demandent et obtiennent la concession d'une terre et peuvent la défricher et s'y installer avec leur famille. L'ancienne société est une société hiérarchique et non pas une société d'égalité. Donc il y a la terre noble, la seigneurie, et la terre non noble, on disait à l'époque ignoble, la terre non noble, c'est-à-dire la terre en roture. C'est une marque d'honneur, c'est une marque de prestige que de posséder une terre dite fief noble. À l'époque, ce qui compte avant tout et par-dessus tout, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ce qu'on possède, mais c'est l'honneur qu'on reçoit. C'est probablement l'abondance des terres qui a attiré ici les Français de condition. Robert Giffard, lui, n'était pas noble. Il n'a été anobli que plus tard. Mais il avait séjourné dans la colonie vers 1620 à titre de chirurgien. C'est peut-être pour le remercier des services rendus que le roi lui a offert une terre en fief noble. Après avoir pris possession de sa seigneurie, située à une demi-heure de marche de Québec, Giffard avait l'obligation d'y concéder des terres. Robert Giffard va recruter 2 artisans, 2 hommes de métier qui ont environ 40 ans, qui sont des gens très compétents dans leur métier. Comment les attirer? Alors, il les attire en leur promettant un fief. Le fief est un peu à mi-chemin entre la terre du censitaire et puis la véritable seigneurie. Le titulaire d'un fief, il a rang de seigneur, et puis la terre elle-même, elle est 10 fois plus grande qu'une terre d'un censitaire habituel.
bêché un peu entre les souches. Le sol me paraît d'une grande richesse. Il nous rendra bien des fois les efforts que nous y mettrons. Et nos terres sont assez grandes pour établir nos enfants. Il faut d'abord commencer par les faire venir au pays. Courage. Avec un peu d'effort, nous aurons nos habitations plus tôt que prévu. On ne sera pas venu en ce pays pour rien. Jean Guyon est un maître maçon et assez reconnu parce que dans les recherches qui ont été faites à Mortagne au Perche, on découvre qu'il était très actif dans des marchés de construction. On lui doit entre autres à l'église de Mortagne un magnifique escalier de pierre et ce serait lui qui aurait construit cet escalier-là. Zacharie, sa première construction, c'est vraiment sa maison pour lui avec sa famille et ses 5 enfants qui sont arrivés ici. Et par la suite, une fois qu'il a eu comme tout rempli son contrat avec le sieur Giffard, il a vraiment été reconnu comme maître charpentier. On dit que c'est l'un des premiers maîtres charpentiers en Nouvelle-France. On va importer des manières de faire de France, mais très tôt, on va découvrir que l'environnement n'est pas tout à fait le même et surtout, la question qu'ils n'ont pas, eux autres, le problème du gel et du dégel. Très tôt, les maisons qui vont être construites sans fondation. Alors, la première chose qu'on va s'apercevoir, c'est que le premier gel, bien, les poteaux vont monter et toute la maison va devenir absolument inhabitable. Donc, c'est là qu'on va commencer à construire des fondations. Sur la côte de Beaupré, il y a vraiment une trace. En 1984, on a fêté le 350e anniversaire de l'arrivée de Zacharie. Et il y a tout un trajet qui a été fait sur l'avenue Royale où on est en mesure de voir la première maison ancestrale que Zacharie a construite. Elle est toujours là. Alors donc, on a vraiment suivi tout le trajet avec l'église de Château-Richer et tout ça. On peut vraiment presque reconstruire l'histoire de Zacharie avec des points très précis, là où ils sont passés, où ses enfants se sont établis, et même la maison où il est décédé avec son épouse, qui était à ce moment-là la propriété de son fils Zacharie, parce qu'il y avait également un fils qui s'est appelé Zacharie Junior. Alors donc, on est capable de bien retracer le passage des cloutiers d'Amérique sur la côte de Beaupré. Croisé Guyon. Il m'a l'air de bien fâcheuse humeur. Je sais bien vous le dire tout net. Il n'était pas prévu à notre contrat que nous aurions coupé tout ce bois pour vous. Mais vous vous êtes engagé pour les 3 prochaines années à faire le travail que je vous demanderai. Je ne suis pas un homme fortuné. Pour financer ma seigneurie, j'ai pris entente avec un marchand du Perche, comme quoi je lui enverrai du bois par le dernier bateau. Pendant ce temps, nos maisons ne se construisent pas. Déjà qu'il y a eu la terre à travailler à la pioche, le blé et les pois à semer. On ne pourra pas faire venir nos femmes et nos enfants tant que nous habiterons la cabane de pieux que nous avons faite en arrivant. Mais je vous ai promis que dans 2 ans, je ferai passer vos familles à mes dépens. D'ici là, ta maison sera construite. Et vous serez nourris et entretenus comme convenu. Je suis un homme de parole. Alors, c'est dit. Voilà qui est bon. L'arrivée de Giffard est très importante parce qu'il faut dire qu'on est en 1634, on est au tout début, donc l'implantation d'un régime, d'un système de peuplement. Donc Giffard est vraiment le premier seigneur, la première personne qui va mettre en application vraiment, là, au jour le jour, le système seigneurial. Donc il expérimente pour d'autres.
Le seigneur, quand il accorde une terre à un habitant, il la concède. Il ne la donne pas, il ne la vend pas, il ne la loue pas, mais il la concède. C-O-N, trait d'union, cède. Ce qui veut dire que le Seigneur conserve une domination sur la terre. L'habitant, lui, n'est pas propriétaire, il est concessionnaire. Donc, ils sont deux. Il y a l'habitant et le Seigneur. Alors, si l'habitant veut se décharger de sa terre, eh bien, il faut qu'il obtienne la permission du Seigneur. Les seigneurs et leurs censitaires étaient liés par contrat. Dans le cas de Jean Guyon et de Zacharie Cloutier, ils avaient reçu de Robert Giffard ce qu'on appelait un arrière-fief, une sorte de seigneurie dans la seigneurie qui leur donnait pratiquement le même statut qu'à Giffard lui-même. Toutefois, ils avaient des obligations envers le seigneur de Beauport. Les ententes entre seigneurs et censitaires pouvaient varier d'une seigneurie à l'autre. Mais pour l'essentiel, chacun avait des droits et des devoirs similaires. Je dirais que les devoirs du Seigneur sont davantage envers l'État. Une des obligations du Seigneur envers l'État est de tenir feu et lieu. Ça veut dire qu'il doit assurer une présence sur sa seigneurie pour gérer la seigneurie, pour rendre les services attendus de la part des censitaires. Tenir feu et lieu, ça veut dire avoir une résidence, ça veut dire idéalement résider en permanence sur sa seigneurie. Mais il y a beaucoup de seigneurs qui ne résideront pas eux-mêmes en permanence, mais qui confieront le rôle ou qui délégueront en quelque sorte leur rôle de seigneur, soit à un parent, un frère, voire à quelqu'un d'autre qui les représentera au titre de seigneur dans leur seigneurie. Ils doivent concéder des terres à l'intérieur de leur seigneurie, puisque la seigneurie leur est accordée pour établir du monde. Et d'ailleurs, il y va de leur intérêt, puisque plus il y aura de monde dans la seigneurie, plus le Seigneur en tirera de profit. Il a aussi des devoirs comme celui de leur bâtir un moulin banal, un moulin à farine. Ce qu'on appelle banal, ça veut dire qui relève du ban, B-A-N, du ban du Seigneur, c'est-à-dire qui relève de la justice du Seigneur. Vous avez le mot banlieue. Le banlieue, c'est la lieue qui entoure la ville et qui relève de la justice du Seigneur. C'est ça l'origine du mot banlieue. Alors, quand on dit un moulin banal, c'est un moulin qui relève du Seigneur. Le Seigneur n'avait pas que des devoirs. Il avait aussi droit à certains privilèges honorifiques. On n'a qu'à se rappeler du proverbe qui dit bien « À tout seigneur, tout honneur ». Le seul endroit sous le régime français où on peut recevoir des honneurs en public, c'est l'église paroissiale. C'est pourquoi le Seigneur reçoit un ban seigneurial. Avant la grand-messe, quand le prêtre vient encenser les fidèles, il faut d'abord qu'il encense le Seigneur et sa famille, et ainsi de suite à la distribution des rameaux et le reste. Bon, il y a donc des honneurs à recevoir. Le mois dernier, ne vous ai-je pas donné un chapon, des anguilles et tout le blé que je vous devais? Et bon, aussi, j'ai respecté mes engagements. Ta famille est bien arrivée au cours de l'été, n'est-ce pas? Je ne dis pas le contraire. Mon contrat prend fin en juin prochain, à la Saint-Jean-Baptiste. Il faudra d'abord que Guyon et toi construisiez vos habitations. Pendant que vos deux familles habitent dans ma maison de Beauport, je suis obligé de demeurer toujours ici, à Québec. Si nos maisons ne sont pas construites, c'est que vous nous avez mangé trop de temps pour autre chose. 3 ans, c'est ce qui était convenu. Je ne vous donnerai pas une journée de plus. La vérité,
c'est que tu veux attendre la fin de ton contrat et construire ta maison sur ton fief et non à côté de mon manoir, comme convenu. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot. Très bien. Je vais porter l'affaire devant le gouverneur. Nous verrons bien ce qu'il en décidera. Comme vous dites. Le censitaire, lui, a des obligations surtout envers son seigneur. Il doit habiter sur sa terre, il doit la déserter, comme on dit à l'époque. Il doit donc la cultiver. Et puis, il doit, comme dans tous les systèmes précapitalistes, disons, payer annuellement des redevances au seigneur sous toute forme. Et ces redevances-là sont habituellement une portion des produits de la terre. Les redevances annuelles pouvaient représenter environ 10 de la production. Elles pouvaient être payées en blé, en volaille ou en produits de boucherie. Et si le seigneur avait autorisé la chasse et la pêche sur ses terres, il pouvait aussi réclamer une partie du poisson et du gibier ainsi obtenu. Il y a une autre petite redevance qui est le cens qu'ils doivent payer au seigneur chaque année. Le cens, c'est l'héritage féodal, c'est tout à fait symbolique, c'est l'équivalent de 5 sous ou $1, mais au plan symbolique, ça traduit la dépendance et la sujétion du censitaire envers son seigneur. Monsieur, pas de mal? Ça va. Je suis désolé. Je ne vous avais pas vu. Ça va, seulement... un peu surpris. J'en conviens. Alors... j'ai finalement décidé de commencer la construction. Ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est le gouverneur. Nous devons construire notre maison tout près de la vôtre, alors c'est ce que nous ferons. L'aiguillon n'est pas avec toi? Il a une vache qui avait tout au bout du pré. Il ne savait pas quand juste elle allait mettre bas. Notre maître maçon est en train d'apprendre le métier de paysan, on dirait. Oui. Mais revenons à nos moutons. Le gouverneur a aussi ordonné que vous nous donniez maintenant la moitié des terres que nous avons défrichées et nos 2000 arpents derrière fief. Vous aurez vos 1000 arpents chacun. Comment 1000? C'est 2000 chacun. Voyons, Zacharie... Ah, tonnerre de Dieu! Mais, Zacharie! Lors d'un terme dans le contrat, Sieur Giffard avait mentionné qu'il avait chacun 2000 arpents de terre, mais le 2 avec un apostrophe en disant que chacun avait 1000 arpents de terre et non pas 2000 arpents. Alors, Sieur Giffard n'a pas voulu respecter cette entente-là et tout ça a fait découler que Zacharie a tenu tête. Ça prendra 60 ans avant qu'on réussisse à interpréter correctement la signification de ce « à chacun 2000 arpents ». Je vous explique et mettez-vous dans le contexte de la graphie
des notaires en 1634, c'est pas mal pire que celle des médecins d'aujourd'hui. Est-ce qu'il fallait lire à chacun d'eux, virgule, 1000 arpents, ou encore à chacun, virgule, 2000 arpents? Alors, au bout de 60 ans, on a réglé le litige en faveur de Giffard. Heureusement, les relations n'étaient pas toujours aussi difficiles entre seigneur et censitaire. Souvent, le seigneur était absent de sa seigneurie et l'habitant menait ses affaires comme bon lui semblait. Plusieurs colons ont ajouté à l'agriculture la pratique d'un métier qu'ils exerçaient en France. Il y a sur une ferme toutes sortes de besoins que les agriculteurs qui sont là ne peuvent pas combler. Qui va être le serrurier? Qui va être le charron qui va installer les cercles de fer autour des roues? Qui va faire les lanières pour les attelages des bœufs ou des chevaux? Dans le milieu rural, où chacun a un peu sa petite spécialité, en fait profiter les autres. Alors, ce sera peut-être une serrure de porte contre une paire de chaussures ou des lanières de cuir. Il y a un système d'échange comme ça, très important dans le monde rural, au 17e siècle en particulier. Le nouveau pays était propice aux affaires, surtout quand on avait le sens de l'entrepreneurship, comme c'était le cas pour Zacharie Cloutier. On voit un Zacharie Cloutier, un charpentier Zacharie Cloutier, qui va fournir à Québec du bois. Ensuite, il va construire aussi des maisons. Très tôt, les gens de Beauport vont faire des affaires avec les gens de Québec. On sait que la pierre est omniprésente à Beauport et Québec a besoin de la pierre. Donc, Robert Giffard et son fils vont exploiter des carrières pour envoyer des pierres à Québec qui vont fournir la pierre pour les constructions majeures de Québec. Le travail occupait une grande place dans la vie des censitaires, pour ne pas dire toute la place. Ils avaient bien des bouches à nourrir et c'est au prix d'efforts constants qu'ils arrivaient à produire tout juste de quoi survivre. Tout le monde mettait l'épaule à la roue, les enfants comme les adultes. La grande caractéristique de la vie en Nouvelle-France, c'est que ce sont les familles qui ont la responsabilité de leur développement. On trouve en France de tout petits villages de 30 ou 40 maisons regroupées. C'est pas le cas en Nouvelle-France. En Nouvelle-France, c'est une maison par 200 mètres. Ça veut dire 5 maisons au kilomètre. Il n'y a pas de vie sociale ou communautaire très active, sinon à partir du moment où on créera les paroisses, puis les chapelles, puis les églises, puis on se rencontrera au sortir de la grand-messe, comme on dit. Les occasions de fêter étaient donc plutôt rares, mais certaines traditions se développeront tout de même dans les seigneuries, comme par exemple ce qu'on appellera la plantation du mai. La plantation du mai est aussi une très vieille coutume médiévale où les censitaires viennent annuellement reconnaître la domination du seigneur. Alors, le mai, c'est un immense sapin qu'on a ébranché, sauf qu'on a gardé une touffe à la tête. Et puis, les censitaires se plaisent à la canarder pour que la poudre de fusil noircisse la tête. Et puis le Seigneur, pour reconnaître cette suggestion-là, il doit à son tour donner aux censitaires une marque d'appréciation qui était habituellement sous la forme d'un petit coup d'eau de vie.
Dieu. Les habitants de la Nouvelle-France avaient parfois des conflits avec leurs voisins. Au besoin, les litiges étaient réglés par des cours de justice qui étaient accessibles à tous. Selon le cas, l'affaire était jugée soit par le seigneur, soit par le gouverneur lui-même. Dans le cas des litiges à caractère civil, les règlements se faisaient surtout par compensation. Si la perte subie par la victime était de l'ordre d'un baril de farine, par exemple, la personne jugée responsable était condamnée à lui remettre l'équivalent de ce même baril de farine. Alors, quels sont les types de conflits qu'on peut trouver entre les personnes? Ils sont banals, ces conflits-là, mais c'est d'abord la livre de beurre qui a été prêtée puis qui n'a pas été rendue. C'est surtout les clôtures. Est-ce que ta clôture est dans le bon axe? Est-ce qu'elle ne vient pas empiéter chez nous? Puis aussi, est-ce que ta clôture est solide? Parce que si ton bœuf vient voir ma vache dans mes champs et puis qu'il va manger mon avoine, eh bien là, on dit tu vas payer les dégâts qu'il a causés. Alors, on voit donc que ce sont des conflits bien ordinaires, mais ils rejoignent des éléments très importants dans la vie des personnes qui est toujours, malgré tout, un peu à la limite de la subsistance possible. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu le vois bien, c'est une sommation. Vous menacez de saisir mes cultures. Voilà des mois, je t'ai avisé que je m'embarquais pour la France à la fin de l'été. Je vais passer au bureau de la Compagnie des Cent Associés à Paris. Je devrais leur faire mon acte de foi et hommage et leur remettre mon recensement. Il me faut donc ton aveu et dénombrement, sinon je ne saurais pas combien de personnes habitent dans ma seigneurie et ce qu'on y produit. Tu dois aussi me faire ton acte de foi et hommage. Jamais. Les autres l'ont fait sans problème. Pas Guyon. C'est vrai. Et il a aussi reçu une sommation. Tu ne trouves pas que cette histoire de 1000 arpents a assez duré? Voilà 10 ans que tu ressasses ta rancœur. Est-ce que je devrais encore en référer au gouverneur? Excellente idée. Quel entêté, ce cloutier. L'acte de foi et hommage était une cérémonie féodale avec un langage de féodalité. Il s'agissait pour le titulaire de l'arrière-fief de se rendre au manoir du seigneur, frapper 3 fois à la porte et appeler « Seigneur de Beauport! Seigneur de Beauport! Seigneur de Beauport! » Alors le seigneur de Beauport était censé venir répondre, et là, le titulaire de l'arrière-fief devait mettre un genou en terre, enlever ses armes, son chapeau, et dire « Seigneur de Beauport, je vous rends la foi et hommage que je vous dois. » Zacharie n'a jamais voulu, une fois que tout a été réglé et qu'il avait son fief, la clouterie, il n'a jamais accepté d'aller s'incliner en rendant foi et hommage à Sieur Giffard. Alors c'est ce qui a fait qu'on a dit entêté comme un cloutier. Giffard, étant chirurgien, était à l'époque considéré comme un homme de métier. Il ne faut pas l'oublier. Tandis qu'aujourd'hui, être chirurgien, c'est au-dessus d'une partie de la société. Mais par le prestige, j'entends, et par le science, je suppose. Robert Giffard avait concédé 2 arrière-fiefs à Zacharie Cloutier et Jean Guyon, qui sont aussi des hommes de métier. Et par conséquent, il s'attendait à recevoir l'acte de foi et hommage. Le titulaire de l'arrière-fief devant prêter foi et hommage au titulaire du fief. Mais Zacharie Cloutier et Jean Guyon ne l'ont pas entendu de cette façon. Eux, hommes de métier, se voir obligés de faire acte de foi et hommage à un autre homme de métier, ils trouvaient ça un peu
un peu ridicule, quoi. Ce nouveau litige a été tranché par le gouverneur de Nouvelle-France nommé de Montmagny. Il a décrété que Guyon et Cloutier n'avaient pas à faire le raveu et dénombrement tant que la seigneurie de Beauport ne changerait pas de propriétaire. Par contre, ils devaient bel et bien rendre foi et hommage à Robert Giffard. Guyon et Cloutier sont encore une fois pliés au jugement. Mais ils ont profité d'une journée où Giffard était absent pour prêter serment à son domestique, ce qui était tout à fait légal. Viens, viens. Giffard est absent. Son domestique me l'a confirmé. Au moins, ne lui ferons pas le plaisir de recevoir lui-même les honneurs. Allez, notez, greffier. Monsieur de Beauport, Monsieur de Beauport, Monsieur de Beauport. Jean Guyon est ici présent et moi-même, Zacharie Cloutier, vous faisons et portons la foi et hommage que nous sommes tenus de vous faire et porter. C'est noté, greffier. La seigneurie de Beauport n'était pas la seule en importance au 17e siècle. Il y avait aussi celle de Notre-Dame-des-Anges, qui appartenait aux Jésuites. C'est là qu'on a développé les villages de Charlesbourg et de Beau-Royal avec leur géographie si particulière en forme d'étoile. Il y avait aussi les seigneuries de Beaupré, de Sillery, de Saint-Augustin-des-Morts, de Neuville et plusieurs autres. Ça alors, on aura tout vu. Je parie que c'est moi que tu voulais voir. De quel droit avez-vous fait enlever mes animaux du près de la commune? Le droit de disposer à ma guise d'un terrain qui m'appartient. Il y a bien assez grande terre dans ton arrière-fief, Zacharie. Je ne t'ai pas donné la permission de faire paître tes bêtes ici. Tous les habitants de Beauport y mettent leurs animaux. J'ai le droit de faire le bien à qui je l'entends. Eh bien, moi, j'ai le droit de tenir feu et lieu où je l'entends. Certains ont dit que le régime seigneurial de la Nouvelle-France était abusif puisqu'il privilégiait les nobles aux dépens du peuple. D'autres, par contre, ont dit que ce système était beaucoup plus surveillé qu'en France et que les abus sont survenus qu'après la conquête. On peut se demander, par contre, si ce régime était efficace pour le peuplement. Entre 1633 et 1663, la population passe de quelques dizaines de familles à 3500, 4000 personnes. De ces 3500, 4000 personnes, il y en a au moins la moitié qui sont des immigrants, et puis les autres sont les enfants qui sont nés sur place au cours des dernières années. C'est une population qui est loin d'être très importante en nombre. En 1650, la seigneurie de Beauport, c'est encore peu de choses. C'est à peine s'il y a quelques personnes. Mais on a réussi à établir le système. On a prouvé qu'on pouvait mettre en place un système et qu'il était viable. Il y a des gens qui pouvaient venir et s'établir et commencer à semer, commencer à produire et à vivre. À la même époque, en Nouvelle-Angleterre, la population est 3 fois plus importante. Pour toutes sortes de raisons. C'est qu'en Nouvelle-France, il y a une sorte de mono-économie centrée sur la fourrure qui n'a pas besoin de beaucoup de main-d'œuvre ou encore sur une
activité de repli pratiquement qui est l'agriculture. Inversement, dans les colonies britanniques et notamment en Nouvelle-Angleterre, il y a une vitalité économique très grande parce que les échanges entre les colonies du Nord et les colonies du Sud sont intenses. La variété des produits est très considérable, que ce soit le coton ou le sucre avec les produits industriels et les cultures céréalières au Nord. Il y a donc une activité économique intense qui attire de la main-d'œuvre, attire de nouveaux colons, densifie l'activité économique et évidemment une population beaucoup plus nombreuse dans les colonies britanniques qu'en Nouvelle-France. Quoi qu'il en soit, il semble que le régime seigneurial en Nouvelle-France, à cause de ses particularités géographiques, entre autres, a contribué à changer les mentalités et à faire adopter aux immigrants des valeurs nouvelles qui les distingueront assez rapidement des Français. Dans la mesure où chacun obtient sa terre, une terre d'un seul tenant, grande, je crois que culturellement, ça a entraîné des changements très importants. C'est maître chez soi, et c'est aussi l'autre proverbe, tu viendras pas mener dans ma cour. Alors, chacun sa cour et maître chez soi, et puis même, c'est presque, ça va très loin en disant, parfois même, c'est pas l'évêque qui va venir mener chez nous. Alors, on voit qu'il y a des distances très nettes et une hiérarchisation qui est joliment édulcorée en Nouvelle-France par rapport à ce qu'on peut trouver en France. Malgré les taxes que ce régime imposait, parce que ces taxes, ça finit par être des obligations assez pesantes, auxquelles il faut ajouter la dîme que l'on payait au curé. Malgré toutes ces taxes, on peut dire qu'en gros, le régime seigneurial a contribué d'abord à créer un lien d'unité entre les habitants d'un même lieu, puisqu'on était habitants d'une seigneurie, on avait les mêmes devoirs, on jouissait des mêmes avantages. Donc il y a eu ce lien d'unité qui a formé une sorte de communauté grâce au régime seigneurial. C'est une lettre de Sainte Dupont, qui est l'épouse de Zacharie Cloutier, qu'elle a écrit à ses proches en France en 1661. Bien chers parents, le retardement de cette lettre ne vous aura pas causé d'inquiétude, j'espère. Elle partira par les derniers bateaux de la saison. Nous sommes tous en bonne santé. Jean, notre garçon, a 5 enfants. L'aîné, petit Jean, a 8 ans, et Anne, la dernière de ses 4 filles, n'a encore qu'1 an. Il est marié à Marie Martin, fille d'Abraham, et ils ont un beau bien à Québec. Charles est entré en ménage il y a 2 ans avec Louise Morin, une fille bien apparentée. Leur petite Ursule a bonne envie de vivre. Lorsque nous sommes venus ici, il n'y avait que 5 ou 6 petites maisons et tout le pays n'était que grandes forêts pleines de halliers. Maintenant, Québec est une ville et il y a plusieurs villages tout autour. Tous les parents, tous les amis vous font des respects et moi, c'est sans feintise que je demeure, Sainte Cloutier. Allez, mignonne! Allez! Zacharie Cloutier n'a pas attendu que se règle le fameux litige du 1000 aux 2000 arpents pour déménager. Le régime seigneurial lui permettait de vendre son arrière-fief. Le régime seigneurial n'était pas un régime égalitaire. On ne l'a pas implanté par souci de justice, mais parce que c'était celui de privilégier le roi. Certains en ont souffert. Par contre, d'autres ont pu s'établir en Nouvelle-France, y exploiter une terre, faire des affaires et mener leur vie comme ils l'entendaient.
Après avoir vendu sa terre au sieur Nicolas Dupont de Neuville en 1670, Zacharie Cloutier et sa femme sont allés finir leur jour à Château-Richer, entourés de leurs enfants et de leurs petits-enfants.